Le 12 avril 1987, Julien, un enfant de chœur de 10 ans, a disparu de l'église de Saint-Martin-des-Cimes, un petit village niché au cœur des Alpes. Il s'est volatilisé pendant sa propre messe de première communion, un jour qui devait être une célébration pour toute la communauté. Pendant 22 longues années, l'affaire est restée une énigme totale, une blessure ouverte qui a empoisonné la vie du village. Les gendarmes ont enquêté, des pistes ont été explorées, mais rien. Pas un seul indice, pas un témoin, comme si le garçon avait été effacé de la surface de la terre, jusqu'au jour où en 2009, une découverte inattendue lors de travaux de rénovation dans cette même église a tout changé. Une petite boîte en bois, cachée derrière l'autel, contenait la clé d'un secret terrifiant. Comment est-il possible que la vérité soit restée cachée si longtemps, si près de tout le monde? Avant de vous raconter comment cette simple boîte, trouvée par un jeune prêtre, a révélé une conspiration du silence, qui a duré plus de 2 décennies. Laissez un commentaire pour nous dire de quelle région vous nous suivez et pensez à vous abonner à la chaîne. Vous ne voulez vraiment pas manquer la chaîne d'événements que cette découverte a déclenchée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un enfant disparu, c'est l'histoire de la façon dont un secret, gardé au cœur même d'une communauté pieuse, peut ronger les âmes et détruire des vies de l'intérieur. Ce que contenait cette boîte n'a pas seulement offert une réponse, il a forcé tout un village à affronter les démons qu'ils pensaient avoir enterrés pour toujours. La vérité était là, sous leurs yeux, attendant patiemment dans l'ombre du lieu le plus sacré du village. Le mystère central était d'une simplicité déconcertante, et pour cette raison, absolument insoluble. Julien a été vu pour la dernière fois dans la sacristie par le père Bernard, le curé de la paroisse, quelques minutes avant le début de l'Eucharistie. La sacristie n'avait qu'une seule porte de sortie qui donnait directement sur l'autel à la vue de plus de 200 fidèles venus assister à la messe. Personne ne l'a vu sortir. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune trace de lutte, aucune fenêtre par laquelle il aurait pu s'échapper. Les enquêteurs de la gendarmerie se sont heurtés à un mur. Comment un enfant peut-il disparaître d'une pièce fermée, au milieu d'une foule, dans le bâtiment le plus sûr et le plus surveillé du village? C'était un tour de magie macabre, un défi à toute logique qui a immédiatement installé un climat de peur et de paranoïa. Pour ses parents, Sylvie et Philippe, le monde s'est effondré ce jour-là. Les premières heures ont été remplies d'une angoisse frénétique. La croyance que Julien s'était simplement caché, qu'il allait réapparaître en riant. Mais les heures sont devenues des jours, puis des semaines, et l'espoir s'est transformé en une forme de torture insidieuse. L'incertitude. La perte ambiguë est une douleur qui ne cicatrise jamais, car il n'y a pas de deuil possible. Chaque coup de téléphone, chaque voiture inconnue dans le village ravivait une lueur d'espoir brutalement éteinte. Ils ont revécu en boucle les derniers moments, la dernière conversation, le sourire nerveux de leur fils dans sa belle aube blanche. Leur vie est devenue une quête obsessionnelle, alimentée par la frustration face à une enquête qui piétinait et un silence pesant qui semblait envelopper toute la communauté. Saint-Martin-des-Cimes était une communauté soudée, où la foi catholique rythmait la vie de chacun. Mais la disparition de Julien a fissuré cette unité. La solidarité initiale a vite laissé place aux murmures et aux regards soupçonneux. On parlait d'étrangers de passage, de règlements de compte entre familles, mais les chuchotements les plus bas visaient l'impensable, l'Église elle-même. Le père Bernard, figure d'autorité respectée, menait les prières publiques pour le retour de Julien avec une douleur qui semblait sincère. Pourtant, plusieurs gendarmes de l'époque se souviennent de sa réticence étrange à laisser les enquêteurs fouiller en profondeur les recoins de l'église, notamment la crypte et les archives paroissiales. Il invoquait le caractère sacré des lieux, mais son attitude a planté une graine de doute qui n'a jamais cessé de germer dans l'esprit de certains. L'enquête officielle s'est rapidement enlisée. Sans corps, sans demande de rançon et sans la moindre preuve matérielle, les gendarmes se sont retrouvés dans une impasse. La pression médiatique a fini par retomber, et l'affaire Julien est devenue l'un de ces dossiers froids, une tragédie locale que l'on évoquait à voix basse lors des anniversaires de sa disparition. Pour les autorités, c'était un échec. Pour les habitants, c'était un fantôme qui hantait les rues pavées du village. Pour Sylvie et Philippe, c'était une condamnation à vivre dans un présent suspendu, incapable d'avancer ou de reculer. Le temps n'a pas guéri la blessure. Il l'a recouverte d'une épaisse couche de silence et de résignation. Mais sous cette surface calme, la vérité attendait.
Elle était enfermée dans les murs mêmes qui avaient été témoins du drame, patientant jusqu'à ce que quelqu'un vienne la déloger. Les mois qui suivirent la disparition de Julien furent un tourbillon d'activités frénétiques qui s'est lentement éteint, laissant place à un silence assourdissant. La gendarmerie nationale, malgré ses efforts initiaux, se heurta à un mur de briques. Chaque habitant fut interrogé, chaque recoin du village fouillé, mais l'énigme de la sacristie restait entière. Les enquêteurs parlaient d'une « évaporation », un terme qui, pour la famille, sonnait comme un aveu d'impuissance. Au bout d'un an, le dossier fut officiellement classé comme non élucidé. Les effectifs dédiés furent réduits, les visites des gendarmes s'espacèrent, puis cessèrent. Pour le reste du monde, l'affaire Julien devenait une archive poussiéreuse. Pour Sylvie et Philippe, c'était le début d'une nouvelle forme de torture. L'abandon par ceux qui étaient censés trouver des réponses, les laissant seuls face à un vide infini. La vie de Sylvie et Philippe s'est figée ce 12 avril 1987. Les années qui ont suivi n'ont été qu'une longue répétition de la même journée. La chambre de Julien est restée intacte, comme une capsule temporelle. Ses cahiers d'école sur le bureau, ses vêtements pliés dans l'armoire, son lit fait, attendant un retour qui ne venait jamais. Chaque matin, Sylvie ouvrait la porte de sa chambre, une boule au ventre, espérant un miracle absurde. Philippe, lui, scrutait le visage de chaque garçon de 10 ans qu'il croisait dans la rue, avec un mélange d'espoir et de terreur. Les repas étaient silencieux. La chaise vide de Julien criait son absence. Il ne vivait plus, il survivait dans un purgatoire de souvenirs et de questions sans réponse, un quotidien où la douleur de l'incertitude était une compagne constante et cruelle. Ah, Saint-Martin-des-Cimes. La communauté a tenté de panser ses plaies en instaurant une sorte de pacte du silence. On n'évoquait plus le nom de Julien en présence de ses parents, pensant les protéger. Mais ce silence bienveillant est devenu un mur d'isolement. Les voisins traversèrent la rue pour éviter une conversation gênante. Les amis de la famille ne savaient plus quoi dire. L'église, autrefois lieu de rassemblement, était devenue un mémorial de la tragédie, un endroit que beaucoup évitaient. Le père Bernard continuait de diriger les messes avec une gravité qui semblait sincère, évoquant notre cher Julien dans ses prières. Sa posture de leader spirituel endeuillé a renforcé son autorité, étouffant les quelques doutes qui avaient pu naître au début de l'enquête. Le village s'était résigné, acceptant le mystère comme une fatalité, une cicatrice indélébile sur son âme. Au fil des années, de fausses pistes sont venues raviver la douleur de la famille comme du sel sur une plaie ouverte. En 1992, un médium contacta la presse affirmant avoir eu une vision de Julien, vivant, dans une communauté isolée en Espagne. Pendant 3 semaines, Sylvie et Philippe ont vécu suspendus à ce fil d'espoir insensé. Ils ont dépensé leurs économies pour se rendre sur place, distribuant des centaines d'avis de recherche pour finalement se heurter à la réalité. C'était une cruelle invention. Une autre fois, un appel anonyme a prétendu que le corps avait été jeté dans un lac de montagne. Les plongeurs de la gendarmerie ont sondé les eaux glaciales pendant des jours sous le regard angoissé des parents, sans rien trouver. Chaque fausse alerte était un nouveau traumatisme, une chute brutale après une montée d'adrénaline et d'espoir. Philippe, incapable d'accepter l'inaction des autorités, s'est transformé en détective amateur. Le sous-sol de la maison familiale est devenu son quartier général. Un immense tableau de liège recouvrait un mur entier, couvert de photos de Julien, de plans, de l'église, de la liste des participants à la messe et de fils de laine reliant les différents éléments. Il passait ses nuits à relire les maigres rapports de gendarmerie qu'il avait pu obtenir, à échafauder des théories, à chercher la faille, l'indice que tout le monde aurait manqué. Cette obsession le dévorait, creusant un fossé entre lui et Sylvie. Il cherchait un coupable, une logique, une réponse, tandis qu'elle cherchait simplement à survivre à la douleur. Sa quête de vérité était devenue sa seule raison de vivre, une armure contre le chagrin insupportable. Sylvie, de son côté, s'enfonçait dans un deuil silencieux et intérieur. Alors que Philippe cherchait des réponses à l'extérieur, elle se repliait sur elle-même, s'accrochant aux souvenirs tangibles. Elle gardait précieusement dans sa table de chevet la dernière bande dessinée que Julien était en train de lire, la relisant parfois en secret, essayant de retrouver le contact de ses doigts sur les pages. Son monde s'était rétréci au mur de la maison. Elle ne sortait que pour les courses essentielles, le regard fuyant, redoutant la pitié ou la curiosité des autres.
Sa douleur n'était pas dans la recherche d'un coupable, mais dans les gestes du quotidien. Préparer un gâteau, et se souvenir qu'il n'était plus là pour en réclamer une part. Voir les amis de son fils grandir, devenir des hommes, et imaginer ce que Julien serait devenu. Une décennie s'est écoulée. 10 ans de silence, de statu quo. À Saint-Martin-des-Cimes, la vie avait repris son cours. De nouvelles familles s'étaient installées, des enfants étaient nés, ignorant tout du drame qui avait secoué le village. L'histoire de la disparition de Julien était devenue une sorte de légende locale, une histoire triste que les anciens racontaient parfois aux nouveaux venus. Pour la plupart des gens, c'était un souvenir lointain, une tragédie appartenant au passé. Mais pour Sylvie et Philippe, le temps n'avait aucune emprise. Ils étaient toujours bloqués en 1987, prisonniers d'une attente sans fin. La justice des hommes les avait oubliés, et le temps, loin d'être un allié, était devenu leur pire ennemi, effaçant les traces et renforçant les murs du silence qui entourèrent la vérité. Et puis, en 2009, après 22 ans d'un silence de plomb, un élément nouveau est venu briser la routine endeuillée de Saint-Martin-des-Cimes. Cet élément avait un visage, celui du père Thomas, un jeune prêtre d'à peine 30 ans, affecté à la paroisse pour superviser d'importants travaux de rénovation de l'église, dont la structure séculaire commençait à montrer des signes de faiblesse. Contrairement au père Bernard, qui avait pris sa retraite quelques années plus tôt et vivait désormais dans une maison de repos, Thomas était un homme de son temps, énergique et pragmatique. Il n'avait aucun lien avec le passé du village, aucune connaissance intime du drame, si ce n'est ce qu'on lui en avait raconté. Il voyait l'église non pas comme un sanctuaire de souvenirs douloureux, mais comme un bâtiment à réparer, une mission à accomplir. Les travaux commencèrent au printemps, dans un bruit de marteau-piqueur et de scie qui contrastait violemment avec le silence habituel des lieux. L'une des tâches les plus délicates consistait à consolider le sol du chœur, ce qui nécessitait de déplacer le monumental autel en marbre, une pièce maîtresse qui n'avait pas bougé depuis son installation plus d'un siècle auparavant. C'est lors de cette opération, menée avec une grue et une infinie précaution, que les ouvriers firent une découverte. Une fois l'autel soulevé de quelques centimètres de son socle, l'un d'eux remarqua une petite cavité dans le mur juste derrière, à un endroit normalement inaccessible, dissimulé par le poids et l'ombre de la pierre sacrée. Ce n'était pas une simple fissure, mais un renfoncement qui semblait avoir été creusé intentionnellement. Intrigué, le père Thomas s'approcha. Il demanda aux ouvriers de faire une pause, et à l'aide d'une lampe de poche, il éclaira l'intérieur de la petite niche. Au fond, couverte d'une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée, se trouvait une petite boîte en bois. Elle était modeste, sans serrure, probablement sculptée à la main. Elle semblait incroyablement vieille. Avec précaution, il tendit la main et la sortit de sa cachette. Elle était légère, presque fragile. En la tenant, il ressentit un frisson étrange, la sensation de toucher un objet qui n'était pas destiné à être retrouvé, un secret que les murs de l'église avaient gardé pendant des décennies. Il sentait le poids, non pas de l'objet lui-même, mais de l'histoire qu'il contenait, une histoire qui avait attendu dans l'ombre du lieu le plus saint du village. Le jeune prêtre s'isola dans la sacristie, le cœur battant. C'était la même pièce où Julien avait été vu pour la dernière fois. Avec des doigts tremblants, il souleva le couvercle de la boîte. À l'intérieur, sur un lit de coton, jauni par le temps, reposaient 2 objets. Le premier était une petite dent de lait, indubitablement celle d'un enfant. Le second était un petit carré de tissu blanc, grossièrement découpé, dont la texture et la broderie fine ne laissaient aucun doute. C'était un morceau d'une aube d'enfant de cœur. À cet instant, le passé a violemment fait irruption dans le présent. Le père Thomas a compris que ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas une simple relique du passé. C'était une preuve, une capsule temporelle macabre laissée là par quelqu'un qui connaissait intimement les lieux. La signification de la découverte était terrifiante. Ce n'était pas un objet perdu ou oublié. La cachette, délibérément placée derrière l'autel, un lieu accessible uniquement au clergé ou à ses assistants les plus proches, était une signature. Cela signifiait que la réponse au mystère de la disparition de Julien ne se trouvait pas à l'extérieur, chez un rôdeur ou un étranger de passage, comme les premières théories l'avaient suggéré. La réponse avait toujours été là, au cœur même de l'église. Le coupable, ou du moins un complice, était quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui portait une soutane ou servait à l'autel. Cette révélation ne résolvait pas le mystère,
mais elle le rendait infiniment plus sombre et plus complexe. Le sanctuaire s'était transformé en scène de crime. Le père Thomas fut confronté à un dilemme insoutenable. Devait-il immédiatement appeler la gendarmerie et transformer sa paroisse en un cirque médiatique, jetant l'opprobre sur l'Église et ravivant des blessures à peine cicatrisées? Ou devait-il d'abord essayer de comprendre? Poussé par un sens du devoir pastoral qui transcendait la simple procédure, il choisit la seconde option. Il sentait qu'il devait protéger sa communauté d'un choc trop brutal. Mais surtout, il devait à la mémoire de Julien de ne pas se contenter d'une vérité partielle. Il replaça la boîte dans sa poche, le secret pesant comme une pierre sur sa conscience. Il savait qu'avant de révéler sa découverte au monde, il devait d'abord fouiller dans le seul endroit qui pouvait encore détenir des réponses, les archives paroissiales. Sa première action, cependant, fut de se rendre chez Sylvie et Philippe. Il ne pouvait pas leur cacher qu'un espoir aussi mince et douloureux soit-il venait de renaître. Il ne leur montra pas la boîte, ne leur parla ni de la dent, ni du tissu. Il leur dit simplement que les travaux dans l'église avaient mis au jour un élément qui pouvait potentiellement être lié à l'affaire. Pour les parents de Julien, la nouvelle fut un électrochoc. 22 ans de deuil figé et de résignation furent balayés en un instant. L'espoir, ce sentiment qu'ils avaient appris à craindre plus que tout, refit surface. Ce n'était pas une douce lueur, mais une flamme brûlante et terrifiante. Car si une réponse existait, elle promettait une douleur d'une nature différente, mais peut-être plus insupportable encore que celle de l'incertitude. Pendant que les ouvriers poursuivaient leur travail à l'extérieur, le père Thomas s'enferma dans le presbytère avec les archives paroissiales. C'était un trésor de l'histoire locale, mais aussi un labyrinthe de registres poussiéreux, de lettres jaunies et de livres de comptes à la calligraphie presque illisible. Armé de la petite boîte, son seul guide, il commença une fouille méthodique. Il ne cherchait pas un nom, du moins pas encore. Il cherchait une anomalie, une dissonance. Sa première quête était simple, trouver des informations sur les aubes d'enfants de chœur. Il devait dater ce petit morceau de tissu. Il passa des heures à feuilleter les registres d'inventaire, les factures des fournisseurs liturgiques, comparant les descriptions, les dates d'achat, les modèles. C'était un travail de fourmi, une quête silencieuse dans le silence assourdissant du passé. La première révélation est venue d'un vieux registre d'inventaire datant des années 1980. Le père Thomas a pu confirmer ce que son instinct lui disait déjà. Le tissu de la boîte ne correspondait pas aux aubes utilisées en 1987. Celle de l'époque de Julien était en polyester mélangé, un tissu plus moderne et facile d'entretien. Le morceau qu'il avait trouvé était en lin pur avec une broderie faite à la main, un style beaucoup plus ancien. En remontant plus loin dans le temps, il découvrit un bon de commande de 1958 pour un nouveau jeu complet d'aubes, celles en polyester. Cela signifiait que le tissu datait d'avant cette année-là. La piste ne menait pas directement à Julien, mais à une époque bien antérieure. Le mystère venait de s'épaissir d'une couche de plusieurs décennies. Guidé par cette nouvelle chronologie, le père Thomas concentra ses recherches sur les registres des années 1950. Il éplucha les registres de baptême, les listes de communion, les noms des enfants de chœur de cette période. C'est là qu'un nom est sorti du lot, non pas par sa présence, mais par sa singularité. Luc, juste Luc, pas de nom de famille. Une note en marge indiquait « orphelin recueilli par la paroisse ». Il avait été baptisé en 1946 et était devenu enfant de chœur dès qu'il en avait eu l'âge. Il était décrit comme un garçon vif et un peu solitaire, qui passait tout son temps libre à l'église, son seul véritable foyer. En lisant ces quelques lignes, Thomas sentit un pincement au cœur. L'histoire de cet enfant oublié résonnait étrangement avec celle de Julien. Le véritable choc est survenu lorsqu'il a trouvé le registre paroissial de 1952. À côté du nom de Luc, dans la liste des servants d'autel, une note manuscrite à l'encre pâlie avait été ajoutée « Décédé, fièvre foudroyante, mars 1952 ». C'était laconique, presque froid. Mais ce qui alerta le père Thomas, c'est ce qu'il ne trouva pas. Il consulta les registres officiels de décès de la commune pour cette année-là. Le nom de Luc n'y figurait pas. Il n'y avait aucune trace d'un acte de décès, aucun avis de funérailles dans les archives du bulletin paroissial, un enfant mort sous le toit de l'église et aucune trace administrative, aucun enterrement public. C'était impossible.
La fièvre foudroyante sonnait désormais comme un mensonge, une couverture pour quelque chose de bien plus terrible. Le sang du père Thomas se glaça. Il y avait une dernière vérification à faire, la plus importante. Qui était le curé de la paroisse en 1952? Il n'eut pas à chercher longtemps. Les registres étaient clairs. Un jeune prêtre, tout, juste sorti du séminaire et plein d'ambition, venait de prendre ses fonctions à Saint-Martin-des-Cimes. Son nom était Bernard. À cet instant, les 22 dernières années prirent un sens nouveau et monstrueux. La réticence de Bernard a laissé les gendarmes fouiller, son contrôle quasi obsessionnel sur chaque recoin de l'église, sa douleur qui semblait parfois trop théâtrale. Tout cela n'était peut-être pas la marque d'un homme de foi protégeant un lieu sacré, mais celle d'un homme protégeant un secret inavouable depuis plus d'un demi-siècle. Une hypothèse terrifiante commença à se former dans son esprit. En 1952, il était arrivé quelque chose à Luc. Un accident, peut-être. Un accident que le jeune et ambitieux père Bernard avait choisi de dissimuler pour ne pas ruiner sa carrière naissante. 35 ans plus tard, en 1987, un autre enfant de cœur, le curieux Julien, qui aimait explorer les recoins interdits de la vieille église, aurait pu trouver quelque chose. Un objet ayant appartenu à Luc, un document caché. Il aurait pu poser une question innocente, la mauvaise question au mauvais moment, au père Bernard. Face à la menace de voir son péché de jeunesse révélé, le vieux prêtre aurait paniqué. La mort de Julien n'était peut-être pas un acte prémédité, mais la conséquence tragique et violente de cette panique. La cascade de révélations était vertigineuse, mais elle restait une construction de l'esprit, une théorie basée sur des archives et une intuition. Le père Thomas avait le mobile, le suspect et la chronologie, mais il lui manquait la preuve matérielle irréfutable qui lierait les deux drames. La petite boîte était un début, mais elle ne prouvait rien en soi. Il repensa à l'attitude du père Bernard, à son autorité sur l'Église. Il y avait un endroit que Bernard avait toujours gardé farouchement fermé, un lieu dont il disait qu'il était trop dangereux et instable pour y entrer, la crypte sous le chœur. Une crypte qui n'avait pas été ouverte depuis des décennies. Thomas comprit alors où il devait chercher. Si le corps de Julien avait été caché, il ne pouvait être qu'à un seul endroit. Avec sa terrible hypothèse pesant sur ses épaules, le père Thomas savait qu'il ne pouvait plus agir seul. La prochaine étape nécessitait une autorité officielle, mais il redoutait de déclencher une tempête médiatique qui dévasterait la communauté avant même que la vérité complète ne soit établie. Il a donc pris une décision calculée. Il a retrouvé la trace de Jean-Pierre Lemaire, l'un des premiers gendarmes sur l'affaire en 1987, aujourd'hui à la retraite. Un homme que les rapports décrivaient comme méticuleux et profondément affecté par l'échec de l'enquête. Thomas l'a contacté, non pas en tant que prêtre, mais en tant que citoyen détenant une information cruciale. Il lui a exposé sa théorie, la boîte, les archives, l'histoire de Luc. Lemaire, d'abord sceptique, a senti le poids de la vérité dans la voix du jeune prêtre. Ensemble, ils ont convenu d'une action discrète. Ouvrir la crypte, mais avec une seule autre personne présente, Philippe, le père de Julien. La nuit suivante, sous le couvert de l'obscurité, les trois hommes se sont retrouvés dans le silence glacial de l'église. La porte de la crypte, une lourde structure en chêne cerclée de fer, n'avait pas été ouverte depuis au moins 50 ans, selon les dires des anciens du village. La serrure était rouillée, figée par le temps. Il a fallu à Lemaire une baramine et toute sa force pour la faire céder. Le bruit du métal se brisant a résonné dans la nef vide comme un sacrilège. Lorsque la porte s'est finalement ouverte en grinçant, une bouffée d'air froid et humide, chargée d'une odeur de terre et d'oubli, les a frappés au visage. Devant eux, un escalier de pierre plongeait dans les ténèbres. Philippe tremblait, le visage blême, partagé entre l'effroi de ce qu'il pourrait trouver et l'espoir insoutenable de mettre fin à son long calvaire. Éclairés par de puissantes lampes torches, ils sont descendus dans les entrailles de l'église. La crypte était petite, voûtée, tapissée de salpêtres. Quelques sarcophages de pierre, appartenant à d'anciens notables ou prêtres du village, reposaient dans des alcôves. L'air était si lourd qu'il semblait difficile de respirer. Ils ont commencé une inspection méthodique, balayant les murs et le sol avec leurs faisceaux lumineux. C'est Philippe, le père, qui l'a remarqué le premier. Dans un coin, reculé, une dalle au sol semblait légèrement différente des autres. Le mortier qui la scellait était plus récent, moins érodé, et la pierre elle-même n'était pas parfaitement alignée.
Le cœur battant à tout rompre, le maire a inséré le bout de sa barre à mine dans la fine fissure. Avec un effort sourd, la dalle a commencé à pivoter, révélant une cavité sombre en dessous. L'odeur qui s'en est échappée était faible, mais sans équivoque. C'était l'odeur de la décomposition contenue. Le maire a dirigé sa lampe à l'intérieur. Le faisceau a illuminé les restes d'un petit corps, enveloppé dans ce qui avait été un drap d'autel en lin. Près du crâne, un petit objet a brillé, une figurine de footballeur en plastique, l'une de celles que Julien collectionnait avec passion. À cette vue, Philippe s'est effondré, un cri étranglé s'échappant de sa gorge, un son de pure agonie qui a brisé le silence de la crypte. C'était fini. 22 ans d'incertitude, d'espoir fou et de désespoir sans fond venaient de s'achever dans cette tombe improvisée, sous le sol même où son fils aurait dû célébrer le plus beau jour de sa jeune vie. La preuve était là, irréfutable et monstrueuse. Le sanctuaire était un sépulcre. La découverte a déclenché une enquête officielle, menée cette fois avec une discrétion et une gravité extrême. La cible était claire. Le père Bernard, désormais âgé de 85 ans, résidant dans une maison de retraite médicalisée à Grenoble. Il n'était plus l'homme autoritaire et imposant d'autrefois, mais un vieillard fragile, dont l'esprit semblait naviguer dans les brumes de la sénilité. 2 enquêteurs, accompagnés du père Thomas, lui ont rendu visite. Ce n'était pas un interrogatoire, mais une conversation douce, presque pastorale. Bernard les a accueillis avec un sourire confus, ne reconnaissant personne. Les questions sur 1987 et sur Julien ne provoquaient que des réponses incohérentes. Il semblait que le secret allait mourir avec lui, enfermé pour toujours derrière les murs de sa mémoire défaillante. La justice semblait arriver trop tard. C'est alors que le père Thomas a changé de tactique. Il a sorti la petite boîte en bois et l'a posée sur la table, entre lui et le vieil homme. Il ne l'a pas ouverte. Il a simplement posé une seule question, d'une voix calme mais ferme. « Père, pouvez-vous me parler de Luc ?» Le nom, venu d'un passé encore plus lointain, a agi comme une décharge électrique. Le regard de Bernard a changé. La confusion s'est dissipée, remplacée par une lueur de panique, une clarté terrifiante. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues ridées, et il a commencé à parler. Il a raconté l'histoire de 1952, celle de l'orphelin Luc, tombé accidentellement de l'échelle en nettoyant les vitraux de la sacristie. Il a avoué sa panique de jeune prêtre, sa peur de voir sa carrière brisée. Il a admis avoir caché le corps dans la crypte et inventé l'histoire de la maladie. Puis, sans qu'on le lui demande, il a fait le lien. Sa voix était brisée, un murmure rauque. Julien, ce garçon si curieux, avait trouvé son vieux journal intime caché au fond d'un placard de la sacristie dans lequel il avait consigné son terrible secret. Le jour de sa communion, Julien est venu le voir, le journal à la main, avec l'innocence d'un enfant qui a découvert une histoire triste. Il a demandé qui était Luc. La panique, la même panique qu'en 1952, a submergé Bernard. Il a tenté d'arracher le journal des mains de l'enfant. Julien a résisté, a trébuché en arrière et sa tête a heurté violemment le coin d'un bénitier en pierre. Le silence. Le même silence qu'avec Luc. En état de choc, il a répété le seul acte qu'il connaissait. Il a porté le petit corps dans la crypte et l'a caché juste à côté de son premier péché. La boîte, avec la dent de lait tombée lors de la chute, était sa pénitence tordue, son mémorial secret. La confession du père Bernard, enregistrée par les enquêteurs, a mis un point final à des décennies de questions. Cependant, la justice des hommes a trouvé ses limites face à la fragilité du vieil homme. Après une série d'expertises psychiatriques, Bernard a été déclaré inapte à subir un procès. Sa démence sénile, bien réelle, le protégeait des conséquences pénales de ses actes. Il ne serait jamais jugé, jamais condamné. Il fut placé dans une unité psychiatrique sécurisée, condamné à finir ses jours dans la prison de son propre esprit défaillant. Pour beaucoup, et surtout pour la famille de Julien, cette issue fut une source de frustration immense, une justice incomplète qui laissait un goût amer. La vérité était sortie, mais le coupable, lui, échappait à la sentence, emportant ses démons dans un brouillard mental que plus rien ne pouvait percer. Pour Sylvie et Philippe, la vérité fut un séisme. La fin de l'incertitude, qu'ils avaient tant espérée, était aussi la confirmation de leur pire cauchemar. La figure du monstre qu'ils avaient parfois imaginé, ce prédateur maléfique, s'effaçait pour laisser place à l'image pathétique d'un homme faible, lâche, rongé par la peur.
C'était presque plus difficile à accepter. La quête obsessionnelle de Philippe, qui avait rempli sa vie pendant 22 ans, prit fin brutalement. Le grand tableau de liège dans le sous-sol fut vidé, laissant un mur blanc, aussi vide que leur existence l'avait été. Pour Sylvie, le véritable deuil pouvait enfin commencer. Elle pouvait pleurer un enfant mort, et non plus un fantôme. La douleur n'était pas moindre, mais elle avait, enfin un nom, un visage, une fin. Quelques jours plus tard, dans la plus grande discrétion, une équipe de la gendarmerie scientifique et un médecin légiste procédèrent à l'exhumation officielle des restes de Julien de la crypte. La scène, éclairée par des projecteurs froids, était d'une tristesse infinie. Le père Thomas était présent, aux côtés de Philippe, qui tenait la main de sa femme avec une force qu'il n'avait plus eue depuis des années. Chaque ossement, chaque lambeau de vêtement fut délicatement prélevé, documenté, placé sous scellé. L'analyse médico-légale confirma les dires de Bernard. Une fracture au niveau de l'os occipital, compatible avec une chute violente contre un objet contondant. La petite figurine de footballeur fut remise aux parents, seul vestige intact de l'enfance de leur fils. Ce moment clinique et brutal était une étape nécessaire, l'acte administratif qui transformait enfin une disparition en un homicide. Les funérailles de Julien eurent lieu une semaine plus tard. 22 ans après sa disparition, l'église de Saint-Martin-des-Cimes était de nouveau pleine. Mais l'ambiance n'était plus à la célébration. C'était un village entier qui venait faire son deuil, un deuil collectif teinté de honte et de culpabilité. Presque tous les habitants étaient là, ceux qui se souvenaient du garçon vif et ceux qui n'avaient connu que son histoire. Le père Thomas officia, trouvant des mots justes pour parler de pardon, de vérité et de la faillibilité des hommes, même ceux qui se disent au service de Dieu. Le petit cercueil blanc porté par Philippe et des amis d'enfance de Julien traversa le village jusqu'au cimetière. En le mettant en terre, ce n'est pas seulement un enfant que Saint-Martin-des-Cimes enterrait, mais aussi une part de son innocence perdue et de son silence coupable. La nouvelle du secret du père Bernard a eu l'effet d'une bombe dans le diocèse et au-delà. L'Église, en tant qu'institution, a été forcée de faire face à ses propres démons. Le cas de Saint-Martin-des-Cimes est devenu un symbole tragique du danger du silence et de la protection de l'institution au détriment des victimes. Le père Thomas, malgré son rôle crucial dans la découverte de la vérité, a dû gérer une communauté brisée, dont la foi avait été ébranlée jusqu'à ses fondations. Il a initié un long travail de mémoire, non seulement pour Julien, mais aussi pour Luc, le premier enfant sacrifié sur l'autel de la peur d'un homme. Une petite plaque fut finalement apposée dans l'église, portant leurs deux noms, transformant le lieu du crime en un mémorial, un rappel permanent que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la guérison. Sylvie et Philippe n'ont jamais vraiment retrouvé une vie normale. Comment le pourraient-ils? Mais la fin de l'attente leur a apporté une forme de paix sombre. Ils ont vendu la maison familiale, cet endroit trop plein de fantômes, et ont déménagé dans une autre région, cherchant un anonymat qui leur permettrait de vieillir loin des regards de pitié. Ils n'ont jamais cessé de penser à Julien, mais leurs souvenirs n'étaient plus empoisonnés par le point d'interrogation de sa disparition. Saint-Martin-des-Cimes, de son côté, porte encore la cicatrice de cette histoire. La communauté a appris de la plus cruelle des manières que la foi aveugle peut cacher les pires secrets et que le silence n'est jamais une protection, mais une complicité. La tragédie de Julien est devenue une légende locale, un conte sombre que l'on se transmet pour ne jamais oublier que le mal peut porter le visage le plus familier. Aujourd'hui, Saint-Martin-des-Cimes est un village transformé. Le silence qui règne n'est plus celui, lourd et angoissant, de l'ignorance, mais celui respectueux et pensif de la mémoire. L'Église, après une période de désaffection, a lentement été réinvestie par les fidèles, mais elle ne sera plus jamais un simple lieu de culte. Elle est devenue un mémorial vivant, un lieu où chaque pierre semble raconter une histoire de failles humaines et de vérités retrouvées. La communauté, brisée par la révélation, a dû apprendre à se regarder en face, à admettre sa propre part de complicité passive dans le long silence qui a permis au secret de Bernard de s'enraciner. Les plus anciens portent ce poids avec une gravité nouvelle, tandis que les plus jeunes ont appris, à travers ce drame, que la foi et la méfiance peuvent parfois cohabiter dans les mêmes murs sacrés. La transformation, la plus visible,
et la plus poignante se trouve à l'intérieur de l'église. Sur une proposition du père Thomas, une simple plaque de laiton a été fixée sur le mur de la sacristie, juste à côté de la porte. Elle porte 2 noms, gravés avec une sobriété qui en décuple la force. Luc, 1946-1952. Julien, 1977-1987, enfants de cette église. Que leur souvenir nous engage à ne jamais préférer le silence à la vérité. Ce n'est pas seulement un hommage, c'est un acte de réparation. Pour la première fois, Luc, la victime oubliée, reçoit une sépulture symbolique, son nom enfin prononcé à voix haute. Pour Julien, c'est la reconnaissance que sa mort, si tragique soit-elle, n'a pas été vaine. Elle a permis de libérer une âme perdue et de forcer une communauté à affronter ses démons. Quant à Sylvie et Philippe, ils ont trouvé une forme de paix que personne n'aurait osé leur prédire. Après les funérailles, ils ont quitté Saint-Martin-des-Cimes pour de bon. Ils vivent aujourd'hui dans une petite ville de la côte, loin des montagnes qui ont été le théâtre de leur malheur. Leur vie n'est pas joyeuse, mais elle est sereine. Le grand tableau d'enquête qui avait dévoré leur sous-sol a disparu, remplacé par une simple photo de Julien, souriant dans son aube de communion, posée sur la cheminée. Ils ne cherchent plus de réponse. Ils se consacrent, l'un à l'autre, unis par une douleur partagée qui s'est transformée en un amour indestructible. Ils ont appris à vivre avec le souvenir de Julien, non plus comme une blessure ouverte, mais comme une présence douce et immuable dans leur cœur. L'histoire de Julien et Luc est devenue une parabole sombre sur la fragilité des hommes et le poids écrasant des secrets. Elle nous rappelle que le mal n'a pas toujours le visage d'un monstre, mais parfois celui de la peur, de la lâcheté et de l'orgueil. Le père Bernard n'était pas un prédateur, mais un homme faible qui, pour protéger sa propre image, a sacrifié 2 innocences. Ce drame enseigne que les institutions, même les plus sacrées, ne sont que le reflet des êtres qui les composent, avec toutes leurs failles. Saint-Martin-des-Cimes a appris de la manière la plus cruelle que même les murs les plus épais ne peuvent garder un secret éternellement, et que la seule véritable absolution vient de la vérité, aussi dévastatrice soit-elle. Si vous pensez qu'aucune victime ne doit être oubliée et que la quête de la vérité est un devoir fondamental, nous vous invitons à partager cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de mettre en lumière des affaires complexes qui méritent d'être racontées. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes approfondies. Nous croyons que chaque histoire, comme celle de Luc et Julien, contient une leçon essentielle pour nous tous. Merci de nous avoir écoutés.